Providence est une ville tout à fait charmante. Mon ami habitait une vieille demeure de style géorgien. Le rez-de-chaussée était une merveille d'atmosphère coloniale. Le premier étage, sous les vieux pignons qui plongeaient l'immense fenêtre dans l'ombre, servait de cabinet de travail à mon hôte. C'est là, en avril dernier, que nous passâmes une nuit sinistre et mémorable à nous interroger, à côté de la fenêtre ouverte qui dominait la mer Azur. C'était une nuit sans lune, rendue livide par une brume qui emplissait les ténèbres d'ombres fantastiques. Je peux encore me la représenter, dans mon esprit. La pièce minuscule éclairée par une lampe et sa grande table entourée de chaises aux dossiers élevés, les rayons de livres le long des murs, les manuscrits dans des rangements particuliers. Nous nous assîmes à la table, le volume mystérieux devant nous. Le profil effilé de mon ami projetait une ombre inquiétante contre le mur et son visage pâle semblait disparaître dans la lumière blafarde. Sans pouvoir l'expliquer, on se sentait à l'orée d'une révélation sinistre à la puissance effrayante. Je percevais la présence de secrets, attendant d'être révélés. Mon ami éprouva la même chose. De longues années d'expérience dans l'occulte avaient affiné son intuition jusqu'à un degré extraordinaire. Ce n'était pas le froid qui le faisait trembler lorsqu'il s'assit sur la chaise. Ce n'était pas la fièvre qui faisait briller ses yeux comme des joyaux en feu. Il savait, avant même d'ouvrir le livre maudit, que celui-ci était maléfique. L'odeur de moisi qui s'élevait de ses pages séculaires rappelait la puanteur de la tombe. La tranche des feuilles jaunies était piquée par les vers et des rats avaient rongé le cuir, des rats qui par chance se nourrissaient habituellement de matières bien plus horribles. J'avais raconté à mon ami l'histoire du livre cet après-midi-là, et en sa présence, je l'avais dévoilé. Il avait alors exprimé son envie, sa hâte même, de commencer immédiatement à le traduire. Et maintenant, voilà qu'il hésitait. Cela n'était pas raisonnable, insista-t-il. Il s'agissait là d'un savoir maléfique. Qui pouvait dire quelles incantations démoniaques renfermaient ces pages ou quelle calamité pouvait frapper l'ignorant un peu trop fouineur? Il n'était pas bon d'en apprendre trop, et des hommes étaient morts en appliquant la sagesse trompeuse que ces pages offraient. Il me supplia d'abandonner mon projet tant que le livre était fermé, et de satisfaire mes goûts par des moyens plus sains. J'étais un imbécile. Je rejetai hâtivement ses objections avec des mots vains et dénués de contenu. Je n'avais pas peur, lui dis-je. Jetons au moins un coup d'œil au contenu de cette rareté. Je commençai à tourner les pages. Quel résultat décevant. Le livre était finalement d'aspect très ordinaire. Des pages jaunies qui s'effritaient couvertes d'un texte noir et gras rédigé en latin. C'était tout. Mon ami bibliophile ne put résister plus longtemps à l'attrait d'un ouvrage aussi exceptionnel. Un instant plus tard, il regardait intensément par-dessus mon épaule, murmurant occasionnellement des bribes de phrases en latin. L'enthousiasme l'emporta, finalement. Saisissant le précieux volume entre ses deux mains, il alla s'asseoir près de la fenêtre et commença à lire des paragraphes au hasard, les traduisant parfois en anglais. Ses yeux brillaient d'une lumière sauvage, son profil cadavérique devait absorber alors qu'il étudiait les runes couvertes de moisissures. Les phrases montaient en de terrifiantes litanies, puis s'affaiblissaient jusqu'à être moins qu'un murmure, tandis que sa voix devenait aussi faible que le sifflement d'une vipère. Je ne saisissais plus maintenant que quelques phrases, car dans son introspection il semblait m'avoir oublié. Il était en train de lire des sorts et des enchantements. Je me rappelle d'allusions faites à des dieux de divination comme le père Ig, le sombre âne et Biastis, le serpent barbu. Je frissonnais, car je connaissais ces noms anciens, mais ma terreur aurait été plus grande si j'avais su ce que l'avenir nous réservait. La suite arriva rapidement. Il se tourna soudain vers moi en proie à une grande agitation, la voix excitée et stridente. Il me demanda si je me rappelais les légendes concernant la sorcellerie de Prynne et les histoires à propos des serviteurs stellaires invisibles auxquels il commandait. Je répondis que oui, sans pour autant comprendre la cause de sa soudaine frénésie. Il m'en donna alors la raison.
Ici, dans un chapitre sur les familiers, il venait de trouver une incantation ou un sort peut-être, celui même que Prynne avait utilisé pour appeler ses serviteurs invisibles d'au-delà des étoiles. Il me pria d'écouter pendant qu'il le lisait. J'étais assis là, mollement comme un idiot dépourvu de toute intelligence. Pourquoi restais-je là sans hurler, sans essayer de m'enfuir ou d'arracher le monstrueux manuscrit de ses mains? Mais non. Je restais seulement assis pendant que mon ami, avec une voix rendue rauque par une excitation extraordinaire, lisait une longue invocation aux accents sinistres. Tibi magnum innominandum signa stellarum ningrarum et buffaniformis sadoquae sigillum. Le rituel guttural continua puis se leva sur les ailes d'une horreur noire et hideuse. Les mots semblaient se tordre comme des flammes dans l'air et s'embraser dans mon cerveau. Les intonations fracassantes projetaient un écho vers l'infini, au-delà de la plus lointaine étoile. Elles semblaient passer par des portails antédiluviens n'appartenant à aucune dimension pour trouver là-bas un auditeur et le ramener vers la terre. Tout cela n'était-ce qu'une illusion? Je ne m'arrêtai pas pour y réfléchir, car cette invocation involontaire fut entendue. À peine la voix de mon compagnon s'était-elle éteinte dans cette petite salle que la terreur survint, la pièce devint glaciale. Un vent qui n'était pas de notre monde entra soudain en hurlant par la fenêtre ouverte. Il résonna tel un bêlement maléfique, et à ce bruit le visage de mon ami devint un masque livide de terreur inédite. Puis il y eut des craquements contre les murs, et devant mes yeux pétrifiés, je vis le rebord de la fenêtre se déformer. Du vide situé au-delà de l'ouverture surgit un brusque éclat de rire démoniaque, un gloussement hystérique né d'une démence sans bornes. Il s'éleva jusqu'à la quintessence jubilatoire d'une horreur totale sans pour autant la moindre bouche pour lui donner naissance. Le reste se déroula à une vitesse terrifiante. Mon ami qui se tenait près de la lampe, je vis ses traits se tordre en une grimace de souffrance atroce. Un instant plus tard, son corps s'éleva du sol et commença à se recourber en arrière jusqu'à former un angle impossible. Une seconde plus tard, vint le bruit écœurant d'os qui se brisait. Sa silhouette flottait maintenant à mi-hauteur, les yeux exorbités et les mains serrées comme s'il agrippait convulsivement quelque chose d'invisible. À nouveau, j'entendis le ricanement stupide, mais cette fois il venait de l'intérieur de la pièce. Les étoiles tourbillonnaient sur un rythme écarlate et le vent froid murmurait des propos incompréhensibles à mes oreilles. Je me recroquevillai sur ma chaise, les yeux rivés sur cette scène effroyable qui se déroulait dans l'angle du plafond. Mon ami hurlait maintenant, et ses cris se mêlaient au rire joyeux et terrible qui résonnait dans l'air vide de la pièce. Son corps flasque flottant dans l'espace se courba une nouvelle fois en arrière et un flot de sang jaillit de son cou brisé, giclant comme une fontaine couleur rubis. Ce sang n'atteignit jamais le sol. Il s'arrêta à mi-hauteur et au même moment le rire cessait et était remplacé par un horrible bruit de succion. Rempli d'une horreur galopante, je réalisai que le sang était aspiré par l'entité invisible venue d'ailleurs et qu'elle s'en nourrissait. Quelle créature de l'espace avait bien pu être si involontairement invoquée? Quelle était la nature de cette monstruosité vampirique invisible? Une hideuse métamorphose était en train de s'accomplir. Le corps de mon compagnon se ratatina et se flétrit tandis que la vie l'abandonnait. Il finit par tomber sur le sol et reposa là, pitoyable et inerte. Mais dans l'air, une autre transformation bien plus horrible se déroulait. Un brouillard rougeâtre emplissait l'angle près de la fenêtre, un brouillard fait de sang. Lentement mais sûrement, les contours à peine perceptibles d'une présence apparurent. Lentement mais sûrement, les contours à peine perceptibles d'une présence apparurent, la silhouette sanglante de cette chose venue des étoiles. Elle était rouge et ruisselait, une gelée immense, mouvante et pulsante, une bave écarlate aux tentacules grouillants qui se tordaient dans tous les sens. Ses appendices se terminaient par des bouches qui s'ouvraient et se fermaient avec une excitation de goule. La chose était boursouflée et obscène, un amas monstrueux sans tête, sans visage, sans yeux, avec la gueule énorme et les griffes gigantesques d'une créature née des étoiles. Le sang humain dont elle s'était nourrie révélait les contours jusqu'alors invisibles de cette créature affamée.
Ce n'était pas une vision faite pour les yeux d'un être sain d'esprit. Heureusement pour ma raison, la chose ne s'attarda pas. Repoussant le cadavre flasque qui gisait sur le sol, elle se dirigea vers la fenêtre. Puis elle disparut, et j'entendis son rire moqueur et lointain flotter sur les ailes du vent avant de s'évanouir dans les dimensions d'où elle était venue. Ce fut tout. Je restai seul dans la pièce, le corps recroquevillé sans vie à mes pieds. Le livre avait disparu, mais il y avait des empreintes sanguinolentes sur le mur, des traces écarlates sur le sol, et le visage de mon ami, ses yeux tournés vers les étoiles, portait les marques d'une mort sanglante. Longtemps je restais assis en silence avant de mettre le feu à cette pièce et à tout ce qu'elle contenait. Puis je m'en allai en riant, car je savais que l'incendie effacerait toutes les traces de cette tragédie. Je n'étais arrivé que dans l'après-midi, à l'insu de tout le monde, et personne ne me vit partir car je quittais les lieux avant que les flammes ne fussent repérées. J'errais pendant des heures dans les rues sinueuses, et un rire idiot me secoua quand je levai les yeux vers les étoiles scintillantes et moqueuses qui me surveillaient furtivement à travers les nappes d'un brouillard hanté. Ce n'est que longtemps après que je retrouvai suffisamment de sang-froid pour prendre un train. Je restai calme pendant l'intégralité du voyage, et tout aussi calme pendant la rédaction de ces lignes. Je restais même tranquille devant l'article qui relatait l'étonnante mort accidentelle de mon ami au cours de l'incendie qui avait détruit sa demeure. Ce n'est que pendant la nuit, lorsque les étoiles brillent, que les rêves reviennent me jeter dans un labyrinthe de peur panique. Mais en vérité, tout cela m'est indifférent, car je ne vivrai pas longtemps désormais. J'ai eu la curieuse impression que je reverrai cette chose venue des étoiles. Je crois qu'elle reviendra bientôt sans avoir besoin d'être appelée, et je sais que lorsqu'elle arrivera, elle me pourchassera et m'emmènera dans ces ténèbres qui détiennent mon ami. Parfois, j'implore presque l'avènement de ce jour.